Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. L'aile ouest de la villa, largement inutilisée depuis le décès de la défunte épouse du président William Bennett, était restée scellée, telle une capsule temporelle préservée dans le silence. Par un mercredi matin calme, tandis que les jumeaux Knapp et Williams rencontraient des conseillers économiques, Benita s'y rendit à la suggestion de Zénab, son assistante personnelle à la voix douce. On vous a demandé si vous souhaitiez aménager le salon pour vos séances d'écriture créative, dit Zénab. Il n'a pratiquement pas été touché depuis Madame Grace. Benita hocha la tête. L'idée lui semblait respectueuse, comme si reprendre possession de l'espace n'effaçait pas Grace, mais l'honorait. Alors, seule, ses sandales effleurant doucement le carrelage, elle entra dans le couloir baigné de soleil, bordé de tableaux anciens et baigné de calme. La pièce elle-même était sereine, baignée de rideaux d'or pâle, avec un léger parfum de lavande séchée. Tout était à sa place. Livres, vases, une photo de mariage encadrée de Williams et de sa première épouse, discrètement rangée dans un coin d'une étagère. Attirée par la tension subtile de cette photo, Benita se dirigea vers l'étagère. Ses doigts effleurèrent les reliures de cuir usées de vieux romans et de journaux d'État, avant de s'arrêter sur une boîte décorative, un profond récipient en acajou aux bordures dorées. Il ne semblait pas verrouillé, simplement fermé intentionnellement. Par curiosité, elle souleva le couvercle, s'attendant peut-être à d'autres livres ou bibelots. Mais là, parfaitement centré sous un tissu satiné, reposait une enveloppe ivoire. Pas de nom, juste une légère écriture en haut. À qui cela s'adresse-t-il, si je ne suis plus? Le cœur de Benita battait fort. Elle hésita. C'était une affaire privée, profondément intime. Et pourtant, le destin l'avait placée entre ses mains. Avec précaution et respect, elle déplia le rabat et en sortit la lettre manuscrite, écrite de la même écriture délicate. Ses yeux parcoururent les premières lignes. Aussitôt, l'air de la pièce devint plus lourd. Ce n'était pas une entrée de journal. C'était un adieu, un message de Grace Bennett, écrit dans ce qui semblait être ses dernières semaines. Le ton était tendre, réfléchi, empreint de gratitude et de prudence. Elle évoquait son amour pour Williams, ses espoirs pour le Nigeria et le poids de son statut de première dame. Mais au milieu du deuxième paragraphe, une phrase s'imposa, coupant le souffle à Benita. Si jamais il retrouve l'amour, et si cette femme devient une mère pour ses enfants, il faudra un jour lui parler de l'enfant que nous avons laissé derrière nous. Non pas par honte, mais par vérité. Benita L.A. Rello. Lentement. Et encore. Ses mains tremblaient légèrement. Un enfant. Ils l'ont laissé derrière eux? Son regard se porta sur la ligne suivante. Il était aimé. Mais ce n'était jamais le bon moment. J'espère seulement qu'il a fini par comprendre pourquoi nous avons disparu. Benita s'assit sur la chaise la plus proche, serrant fermement la lettre entre ses doigts. Les mots se brouillèrent tandis que son esprit s'emballait. Un premier enfant? Williams n'avait jamais parlé d'enfant avant les jumeaux. De toute leur nuit tranquille, de leur conversation franche sur la vie et la perte, jamais il n'avait dit qu'il en avait un autre. Était-ce un oubli, une protection, ou cette lettre lui avait-elle été cachée? Son pouls s'accéléra tandis qu'elle repliait soyeusement la lettre et la posait sur ses genoux. Elle ne se précipita pas pour la confronter. Elle ne courut pas vers Zénab. Elle était assise là, enveloppée de rideaux dorés et de fantômes silencieux, fixant la porte, se demandant combien d'étages supplémentaires cette villa était censée contenir. Le soleil couchant peignait la silhouette d'Abudja de touches d'ambre et de bronze, mais dans les appartements privés de la villa, une tension sourde planait entre Benita et le président Williams Bennett, telle une vérité tacite prenant forme. Elle tenait la lettre à la main, celle écrite par Grace, la défunte première dame, un morceau de papier désormais lourd de sous-entendus. Pendant des heures, elle avait hésité à le lui montrer. Elle avait regardé par la fenêtre, arpenté le bureau, murmuré une prière. Mais il ne faisait aucun doute que ce n'était pas un secret qu'elle pouvait emporter avec elle. Alors, une fois les jumeaux couchés et la villa plongée dans son silence nocturne habituel, elle l'installa dans leur salon privé. Sans aide ni personnel. Juste eux, un plateau de fruits intacts, et une enveloppe entre eux. Elle n'en fit rien de dramatique. Elle la lui tendit simplement et dit doucement qu'elle était dans sa boîte. Williams la regarda, puis l'enveloppe, et l'ouvrit lentement. En lisant, son expression passa de la surprise à la reconnaissance, puis à une tristesse discrète.
Lorsqu'il eut terminé, il se laissa aller en arrière sur sa chaise, le regard perdu dans le vide. Le silence est eternissa. Benita attendit, patiemment mais le cœur lourd. Finalement, il expira. Il s'appelle Nathan, dit-il doucement. Il aurait 17 ans maintenant. Benita en eut le souffle coupé. Alors, c'est vrai? Il hocha la tête. Grace et moi l'avions eu avant que je me lance en politique, à une époque où le monde n'était pas prêt à me voir autrement que parfait. Nous étions jeunes. Sa naissance n'avait rien de scandaleux, mais on nous avait conseillé de la garder secrète. Il fut envoyé vivre en Écosse chez un ami de la famille, un diplomate, et sa femme, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Je suis resté en contact. Pendant un moment, sa voix s'est brisée. Mais quand Grace est tombée malade, nous avons pris une décision. Une décision que je regrette depuis. Benita nous a écoutés, sans nous juger. La douleur dans ses yeux était trop profonde pour qu'on puisse la questionner. Sait-il que tu es son père? Demanda-t-elle doucement. William secoua la tête. Il l'a fait quand il était plus jeune. Mais avec le temps, je crois que le silence entre nous est devenu un mur. Peut-être qu'il s'en fiche désormais. Benita lui prit la main. Ce n'est pas quelque chose qu'on laisse enfoui, dit-elle. Pas maintenant. Pas quand nous aurons nous aussi des enfants qui mériteront de connaître leurs frères. Il la regarda, surpris par son calme. Tu n'es pas contrarié? Elle sourit, même si son cœur cherchait encore un sens à sa pensée. Tu ne m'as pas trahi, Williams. Tu as juste survécu, comme je l'ai fait autrefois. Elle lui serra doucement la main. Mais survivre n'est pas la paix. Et si ce garçon est quelque part, portant ton nom sans ta voix, nous devons aller le trouver. Williams resta silencieux un long moment. Puis il hocha lentement la tête. Discrètement, dit-il. Pas de convoi. Pas de presse. Pas de politique, acquiesça Benita. Juste un père. Et la femme qu'il aime. Elle se leva, prit l'enveloppe et l'embrassa sur le front. Nous le retrouverons, murmura-t-elle. Mais pas en tant que première famille. En tant que personne. En tant qu'apparence. Il la regarda s'éloigner et, pour la première fois depuis des années, Williams sentit le poids d'un passé qu'il croyait enfoui refaire surface. Il ne s'agissait pas seulement d'un enfant. Il s'agissait d'une porte qu'il avait fermée et de la femme prête à l'aider à la rouvrir. L'air d'Édimbourg était plus froid que la douce chaleur d'Abudja, plus vif, et imprégné du parfum lointain du sel marin et de la bruyère en fleurs. L'élégance tranquille de la ville en faisait un lieu idéal pour disparaître. Et pendant près de 2 décennies, Nathan Bennett avait fait exactement cela. Bien qu'il ne porte plus le nom du président sur le papier, des traces de Williams Bennett résonnaient dans sa mâchoire saillante, sa posture calme et l'intensité digne qui se cachait derrière son silence. Benita s'en aperçut dès leur entrée dans la salle administrative de la vieille école de Pierre. Pas de presse, pas de sécurité officielle. Juste tous les deux, enveloppés dans l'anonymat. La surveillante, une femme bienveillante nommée Madame Penrose, les conduisit à voix basse dans le salon privé des visiteurs. Il ne l'est pas. Excité, l'avertit-elle doucement. Mais il accepta de te voir. Williams resta silencieux près de la fenêtre tandis que Benita prenait place, les doigts délicatement enroulés autour d'une tasse de thé à la menthe, essayant de calmer sa nervosité. La porte s'ouvrit et un jeune homme entra, grand, mince, aux boucles serrées et aux yeux bien plus âgés que son âge. Nathan. Il les regarda tous deux, le regard fixe mais indéchiffrable. William se leva, la voix prudente. Nathan. Mais le garçon ne bougea pas. Son expression se crispa. Ne m'appelle pas comme ça, comme si tu en avais le droit, dit-il froidement. Williams hésita, et recula. Je suis venu t'expliquer, 18 ans plus tard, interrompit Nathan. Tu es venu parce que ta nouvelle épouse a trouvé une lettre. Sans ça, tu ne serais pas là. Le silence qui suivit fut brutal. William hocha lentement la tête, honteux mais refusant de mentir. Tu as raison, admit-il. Mais je suis toujours là. Nathan croisa les bras, tel un gardien de son propre cœur. Êtes-vous ici en tant que président, ou en tant que père disparu? Ces mots firent mouche. Williams baissa les yeux, puis s'écarta discrètement, les yeux brûlants d'une tristesse contenue. Benita observa l'échange, le cœur brisé par le poids de leur douleur. Elle se leva et s'approcha lentement. Nathan, dit-elle doucement, tu ne me connais pas, et je ne t'en voudrais pas si tu n'en avais pas envie. Il la regarda, hésitante. Sa voix était chaleureuse, sans menace. Je n'ai jamais eu de fils, dit-elle d'une voix assurée. Seulement 2 petits qui m'appellent maman.
Mais je sais ce que ça fait d'être abandonné. Je sais ce que ça fait d'être invisible aux yeux de quelqu'un qui m'a promis de t'aimer. Nathan cligna des yeux, pris au dépourvu. Il t'a parlé de moi? Elle hocha la tête. Il ne t'a pas caché. Il a enfoui sa culpabilité. Et ce n'est pas pareil. Ce n'est pas juste, mais c'est différent. Le regard de Nathan s'adoucit légèrement et, pour la première fois, il s'assit en face d'elle. Alors, tu es venu ici. Pour me convaincre de lui pardonner? Benita secoua la tête. Non. Je suis venu te rencontrer. Que tu pardonnes ou non. C'est ton droit. Il y eut un long silence. Puis Nathan la regarda plus directement. Tu es différent, dit-il doucement. Tous ceux qui sont venus avant moi. Ils attendaient quelque chose de moi. Une interview. Un angle. Mais vous. Il baissa les yeux. Tu écoutais. Benita sourit doucement. C'est peut-être ce que font les mères, qu'elles accouchent ou non. Dehors, William se tenait près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie ruisseler sur la vitre. Il n'avait pas été invité à participer à la conversation, mais ce n'était pas grave. Il avait passé 17 ans à l'écart. Maintenant, peut-être que Benita serait la porte d'entrée. De retour à Abuja, tandis que la ville évoluait sous le poids des décisions gouvernementales et des remous politiques, Sharon Pascal était assise sur son canapé usé dans un petit service après-vente de l'US2, parcourant sans cesse les pages de son téléphone. Son style de vie autrefois luxueux s'était réduit à des recoins poussiéreux. Plus de Franck, plus de bébés, après une fausse couche discrète qu'elle n'avait jamais avouée publiquement, et sans réputation. Les médias l'avaient oublié, son nom n'étant plus mentionné qu'à voix basse ou associé à de vieux scandales. Mais Sharon n'avait pas oublié Benita. La douleur de revoir son ancienne rivale sur les écrans nationaux, adorée, puissante et désormais mère de jumeaux, était plus intense que tout ce que Sharon avait jamais enduré. Le monde avait peut-être évolué, mais Sharon, elle, n'avait pas évolué. Elle s'était donnée pour mission de retrouver sa place. Et si cela nécessitait stratégie, tromperie ou réinvention, elle était prête. Ce qu'il lui fallait, c'était une approche. Quelque chose de nouveau. Quelqu'un de vulnérable. Tout a commencé de manière assez innocente. Lors d'une de ses explorations nocturnes des forums de discussion politique, Sharon est tombée sur un serveur Discord privé qui hébergeait des débats mondiaux sur le leadership, la famille et l'identité. L'un des modérateurs, nommé N0Turn17, était éloquent, perspicace et d'une prudence intrigante. Il parlait comme quelqu'un qui a grandi dans la richesse sans en avoir envie. Ses phrases étaient concises, mais poétiques. Sharon, intriguée, envoya un message privé sous son identité alternative, Esther Wonders. « Tu es trop jeune pour paraître aussi en colère contre le monde », écrivit-elle. Quelques minutes plus tard, répondit-il, « Et tu es trop curieuse pour être une simple lectrice. » Ils commencèrent à discuter, d'abord par message, puis lors de conversations plus longues. Elle ignorait totalement qu'elle parlait avec Nathan, le fils aîné de William Bennett. Lui, quant à lui, ignorait qui était vraiment Sharon, si ce n'est qu'Esther se disait une écrivaine désabusée, incomprise et profondément fascinée par les structures familiales. Les jours se transformèrent en semaines. Les conversations s'approfondirent. Nathan, toujours sur ses gardes en personne, trouvait un étrange réconfort derrière l'écran. Sharon avait le don de paraître inoffensive, voire empathique. Elle posait des questions, faisait des blagues subtiles, complimentait son intelligence. Il se confiait à elle avec franchise, sans jamais citer de nom ni de lieu, mais suffisamment pour qu'elle sente qu'il était connecté à quelque chose de plus grand. « Tu as l'air de quelqu'un qui a vu le monde depuis une cage d'or. » Lui a-t-elle un jour envoyé par message. « Peut-être, a-t-il répondu. Ou peut-être que je suis juste le fils d'une couronne qui n'a jamais été à ma taille. » Sharon fit une capture d'écran du message. Elle ne parvenait pas encore à le localiser, mais quelque chose lui disait que ce mystérieux garçon était bien plus que ce qu'il prétendait. Et si c'était le cas, s'il était lié à quelqu'un de la villa présidentielle. Alors peut-être, juste peut-être, avait-elle trouvé le fil conducteur qui lui permettrait de démêler le monde parfait de Benita. Pendant ce temps, à la villa, Benita était assise dans le bureau, révisant les briefings de sécurité de routine, lorsque son assistante, Zénab, plaça une tablette devant elle. « Maman, il faut que tu vois ça. » Quelqu'un l'a signalé dans les journaux de correspondance numérique. L'écran affichait une capture d'écran d'un audit de sécurité de routine. Le pseudonyme de Nathan était lié à un identifiant d'utilisateur récemment identifié comme Sharon Pascal. La poitrina da Benita,
ça sert. Ce n'était pas confirmé, mais le schéma lui était familier. Le nom d'utilisateur, la formulation, et même le style d'écriture. Sharon a toujours eu un don pour les illusions. Depuis combien de temps se parle-t-elle? Demanda Benita. Environ 3 semaines, répondit doucement Zénab. Il ne sait pas qui elle est. Les doigts de Benita agrippèrent le bord du bureau. Le passé avait une façon de se dissimuler et de frapper doucement, juste au moment où l'on croyait la porte scellée. Et maintenant, c'était à son fils qu'il chuchotait. Tout commença par un murmure sourd qui passa d'un blogueur d'actualité de Port Harcourt à une page de potin politique de Lagos, avant d'exploser comme une traînée de poudre dans la sphère numérique nigériane. Le matin était calme, la villa présidentielle baignée par la lumière de l'aube, lorsque Benita se réveilla au son de son nom qui faisait la une des médias sociaux, non pas pour un discours, ni pour une apparition publique, mais pour quelque chose de bien plus intime. Des dizaines d'images. Personal-less. Des photos jamais prises en public. Un plan flou et doux la montre lisant des histoires à Kisholm et Zina avant de dormir dans le jardin. Un autre plan la montre tenant par la main lors d'une visite privée de la serre de la villa. Un autre les montre endormis, emmitouflés dans un pyjama Acura, la tête posée sur ses genoux, les yeux clos, dans ce qui aurait dû être un moment à l'abri du monde. Désormais, tout était en ligne, sous-titré par des titres intrusifs et des spéculations publiques. Benita fixait l'écran, stupéfaite. Zénab se tenait à proximité, pâle et tendue, serrant contre elle le rapport imprimé de la fuite. Ces photos n'ont pas été consultées à partir des archives de presse. Elles ont été prises à l'intérieur de la villa, probablement grâce à des images de surveillance interne ou à un appareil personnel. Williams entra dans la pièce quelques minutes plus tard, boutonnant encore sa chemise, son téléphone à la main, la fureur au visage. « Ce n'est pas la presse qui m'inquiète, dit-il d'une voix cinglante. C'est celui qui le leur a donné. » Le président ne s'est pas laissé facilement perturber, mais là, c'était différent. Les images n'étaient pas politiquement préjudiciables, mais c'étaient des moments intimes et profondément personnels, familiaux, qui n'étaient pas destinés à être médiatisés. Et quelqu'un de leur entourage le plus proche les avait capturés. Benita, toujours calme, posa une question. « Nathan les a-t-il vus ?» Williams marqua une pause. « Je ne sais pas encore, mais je vais me renseigner. » À midi, une réunion de sécurité à huis clos fut convoquée. Seules 5 personnes y avaient accès. Williams, son chef de cabinet, sa conseillère principale en sécurité, Zénab, et Benita elle-même. Tous les accès électroniques aux appartements privés de la villa avaient été restreints. Mais la vérité était plus lourde que n'importe quel pare-feu ne pouvait la résoudre. Il y avait une taupe, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui avait accès à leur espace le plus sacré. William s'adressa au groupe d'une voix ferme. « Nous ne considérons pas cela comme des ragots, mais comme une trahison. Celui qui a vendu ces photos n'a pas seulement violé le protocole, il a envahi ma famille. Une liste d'assistants et de contacts proches a été dressée pour examen immédiat. Zénab, bien que bouleversée, a proposé de superviser une opération de ratissage numérique de 2e niveau. Personne n'est à l'abri, dit-elle. Moi y compris. » Benita observait attentivement tout le monde, les visages auxquels elle avait souri au dîner, les assistants qui avaient porté les jouets de ses enfants. Maintenant, ils ressemblaient tous à des points d'interrogation en costume sur mesure. Ce soir-là, la villa semblait plus froide. Non pas à cause du temps, mais à cause du poids de la suspicion. Les jumelles jouaient tranquillement dans leur chambre, inconscientes de l'orage qui se préparait derrière leur porte. Benita, assise au bord du lit, brossait les cheveux de sa fille, essayant de faire comme si tout allait bien. Mais son esprit s'emballait. Le contact de Sharon avec Nathan. Et maintenant cette fuite. Le timing était trop précis pour être ignoré. Mais accuser la mauvaise personne pourrait ébranler définitivement la confiance. Williams entra et posa doucement une main sur son épaule. « On va trouver qui a fait ça, dit-il doucement. Mais en attendant, on surveille tout. Tout le monde. » Benita hocha la tête. Non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'au fond, elle savait que le passé n'était plus venu murmurer. Il était venu pour fouiner. Le bourdonnement des ventilateurs de plafond emplissait la petite librairie de Cuges, où Frank Edwards passait la plupart de ses journées en silence. Fini les costumes sur mesure, les eaux de Cologne onéreuses et l'ego surdimensionné qui le portaient autrefois dans les bureaux vitrés et les F. bruyantes. Désormais, il portait des chemises simples et des pantoufles en caoutchouc,
Et lorsque les clients entraient dans sa boutique pour acheter des romans d'occasion et des manuels scolaires oubliés, il les saluait poliment, humblement, comme un visage parmi d'autres dans un coin oublié d'Abuja. Mais une chose était restée en lui, le désir de laisser quelque chose derrière lui. Quelque chose de réel. Il ne recherchait plus la gloire. Ce qu'il désirait désormais, c'était la clarté. Alors, chaque soir, après avoir fermé la porte, Frank s'asseyait devant un vieil ordinateur portable et tapait, déversant souvenirs et regrets dans un document intitulé « Ce que j'ai perdu ». Ses mémoires ont débuté comme une tentative de guérison personnelle, une réflexion sereine. Il y a évoqué son enfance à l'ABA, ses rêves de richesse et son ascension grâce à des contrats de construction et à une influence éphémère. Il a décrit comment l'orgueil endurcissait son cœur et comment l'ambition obscurcissait son jugement. Et finalement, comment il a ruiné la seule relation qui lui ait jamais offert de la grâce, son mariage avec Benita. Au début, il hésitait à la nommer directement. Il l'appelait simplement Béa, protégeant ainsi son identité. Mais à mesure que les chapitres s'approfondissaient, l'histoire tournait inévitablement autour d'elle, de sa gentillesse, de son silence, des erreurs qu'il avait commises en l'échangeant contre une validation superficielle. « Je n'ai pas seulement perdu une femme », a-t-il écrit un soir. « J'ai perdu le meilleur miroir que j'ai jamais eu. Celui qui m'a révélé qui j'étais vraiment avant de devenir un homme trop effrayé pour regarder. » Une fois le manuscrit initial terminé, il l'a discrètement soumis à un petit éditeur en ligne recommandé par un ancien camarade de classe. Des semaines ont passé sans aucune nouvelle. Puis, un après-midi, alors qu'il rangeait des exemplaires de livres de motivation d'occasion sur une étagère poussiéreuse, il reçut un appel. Un grand éditeur, Evrud Press, connu pour ses mémoires politiques et ses best-sellers nationaux, avait lu son brouillon. Non seulement ils étaient intéressés, mais ils y voyaient un potentiel de publication remarqué. « Votre histoire, elle est crue » a dit l'éditeur. « Redemptress. C'est opportun. » Frank cligna des yeux, à peine convaincu. « Mais, » ajouta le rédacteur après une pause, « vous êtes trop vague sur le point qui intéresse le plus les gens, votre mariage avec Benita. Le public sait désormais qui elle est. La première dame. Il nous en faudrait. Plus. » Les mains de Frank tremblaient autour du téléphone. « Plus » demanda-t-il. « Oui » répondit la voix. « Plus de détails. » Sa réaction. Ce qu'elle a dit. Si vous saviez qu'elle essayait d'avoir des enfants. Tout ce qui est intime, les lecteurs recherchent ce lien. Le côté humain de l'histoire. Frank ne répondit pas. Il hocha simplement la tête distraitement et termina l'appel par un simple merci. Alors qu'il se tenait dans sa petite boutique, entouré de livres écrits par d'autres qui se trouvaient autrefois à la croisée des chemins, il réalisa qu'il était désormais face à son propre destin. Il pouvait enfin se faire un nom, peut-être même retrouver un peu de dignité. Mais à quel prix? Dire la vérité était une chose. Exposer le cas d'autrui en était une autre. Surtout quand la femme en question avait déjà reconstruit sa vie à partir des décombres qu'elle avait laissés derrière elle. Les murs lambrissés d'acajou de la suite médicale privée de la villa étaient silencieux lorsque l'enveloppe fut remise. Le président Williams Bennett était assis au bord du siège, une main posée sur son genou, l'autre serrant le résultat scellé comme un aveu du destin. Benita, assise à côté de lui, posa doucement sa main sur la sienne. « Quoi qu'il y ait décrit là-dedans, dit-elle doucement, nous savons déjà ce qui est vrai. » Mais Williams ne l'ouvrit pas encore. Il le fixa encore un instant, comme si le tenir retardait une réalité qu'il n'était pas sûr d'être prêt à affronter. Puis, d'un souffle lent, il brisa le sceau. À l'intérieur, une courte déclaration imprimée en caractères cliniques, probabilité de paternité de 99,998%. Le poids des mots ne le surprit pas, mais il le rendit humble. Après tout le silence, le passé enfoui et la tempête de culpabilité, il était désormais indéniable que Nathan était son fils. Plus tard dans la soirée, William s'était assis seul dans son bureau, le résultat du test posé à côté d'une photo encadrée des jumeaux. Nathan n'avait pas demandé le test. Il avait accepté à contre-cœur, plus par courtoisie envers Benita que par désir de preuve. « Je sais déjà qui il est », avait dit Nathan lors du prélèvement. « Je n'ai pas besoin d'un bout de papier pour savoir ce que son silence a déjà signifié. » Pourtant, même avec la confirmation en main, quelque chose en Williams souffrait, non pas à cause du résultat, mais parce qu'il semblait peu important pour le garçon qui aurait dû en avoir le plus besoin. Ce soir-là, Benita entra discrètement dans le bureau, un dossier à la main. «
J'ai parlé avec les notaires, dit-elle. Tu devrais modifier le testament. Le nom de Nathan devrait être officiellement mentionné. Pas pour la publicité, mais pour la dignité. Williams leva les yeux vers elle. Il articula silencieusement, mais ne dit rien au début. Tu crois qu'il voudrait vraiment ça? Elle haussa les épaules. Ce n'est pas une question de ce qu'il veut, mais de ce qui est juste. Il n'est pas obligé d'accepter quoi que ce soit. Mais sachant qu'il ne serait plus jamais exclu, cela pourrait avoir de l'importance, un jour. Ému par ces paroles, Williams a rencontré son équipe juridique et a demandé les documents. Le nom de Nathan devait être ajouté aux côtés de Kisholm et de Zena, avec une fiducie distincte reflétant son âge et son choix personnel. Il s'agissait d'un acte de restauration, d'un geste de reconnaissance, et non de persuasion. Les avocats préconisèrent la discrétion, et le processus commença discrètement, en marge des affaires de l'État. Il ne restait plus qu'à prévenir Nathan. Lorsqu'il fut convoqué à la villa une semaine plus tard, il se tenait dans le salon, comme un homme qui savait déjà ce qui allait arriver. « Je t'inclus », dit Williams d'un ton simple, en lui tendant une copie notariée du projet. « Non pas que j'attende de toi que tu l'acceptes, mais parce que j'aurais dû le faire il y a des années. » Nathan parcourut le journal, la mâchoire serrée, le regard impassible. Puis, après une longue pause, il plia le document et le reposa sur la table. « Je n'en veux pas, » dit-il d'un ton neutre. Williams cligna des yeux. « Même pas pour des raisons de sécurité ?» Nathan secoua la tête. « J'ai vécu sans ton nom pendant 17 ans. Je n'ai pas besoin de ton argent pour prouver que je t'appartiens. » Benita, assise à côté, se pencha en avant. « Alors laisse-le là, » dit-elle doucement. « Même si tu ne le prends pas. Que ce soit ton choix. Pas ton effacement. » Nathan la regarda, puis reporta son regard sur le papier et hocha la tête. « Alors, garde-le dans le tiroir. Mais ne t'attends pas à ce que je l'ouvre. » Il était un peu plus de 22 heures, et la villa était plongée dans ce silence qui n'arrive qu'après une longue journée passée à sourire, pour trop de gens. Benita se tenait pieds nus sur le balcon de marbre devant les appartements privés, les bras croisés autour de la taille, le vent frais soulevant l'ourlet de son peignoir. En contrebas, le domaine présidentiel s'étendait dans l'ombre, le clair de lune projetant un doux scintillement sur les haies et les fontaines. Mais en elle, la paix manquait. Pas ce soir. Les documents du fonds de Nathan restaient fermés sur la table basse. Le test ADN avait clos un chapitre, mais en avait ouvert un autre. Et si Williams avait géré la situation avec son calme habituel, sa façon d'éviter le contact visuel dès que le nom de Nathan était prononcé semblait se défaire. Elle entendit ses pas avant de se retourner. Il la rejoignit à la balustrade, le regard fixé sur l'horizon comme s'il lui offrait des réponses. « Dis-moi pourquoi » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Williams la regarda, déjà au courant. « Pourquoi quoi » demanda-t-il, presque comme s'il espérait qu'elle laisserait tomber. Elle ne l'a pas fait. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Nathan avant? Pas seulement après la lettre, mais bien avant. Avant le mariage. Avant les jumeaux. » Williams soupira. « Parce que j'avais peur. » Les mots flottaient dans l'air comme un brouillard. « De quoi » demanda-t-elle. « De lui » Williams secoua lentement la tête. « Non. De ce que cela signifiait. » Il s'appuya contre la rambarde en pierre, les mains agrippées au bord. « Quand Grace et moi avons décidé de le renvoyer, ce n'était pas par manque d'amour pour lui. C'était parce que tout autour de nous était trop fragile. Il progressait positivement. Elle était malade. Il y avait trop de bruit. Trop de pression. On nous a dit que si la presse apprenait que j'avais un fils né hors mariage, ce serait la fin de tout. » Benita le fixait du regard. « Mais tu n'étais pas président à l'époque. »« Non, » dit-il, mais j'étais sur la bonne voie. Chaque geste comptait. Chaque détail représentait un risque. Sa voix était posée, mais teintée de regret. Il disait que j'avais besoin d'une image nette. Une famille parfaite. Un mari en deuil était compatissant. Mais un homme avec un fils caché? C'était un scandale. C'était la politique qui s'écroulait. Il s'est tourné vers elle. Et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point tout cela était mal. Il était trop tard. Le silence avait trop duré. Le garçon avait grandi. Et je ne savais pas comment combler ce fossé, sans rouvrir de vieilles blessures. Le visage de Benita s'adoucit, mais à peine. « Alors tu as préféré le silence à la vérité ?» Il hocha la tête. « J'ai choisi le pouvoir. Et j'en paie le prix chaque jour depuis. » Pendant un long moment, ils sont restés silencieux. Le vent se leva, faisant bruisser les rideaux derrière eux. Puis Benita reprit la parole,
cette fois avec moins de colère et plus de douleur. On laisse un enfant grandir en pensant qu'il est gênant. Et maintenant qu'il est là, tu continues à protéger l'homme que tu étais, pas le père que tu devrais être. Williams de Turner le regarde. Me détestes-tu pour ça? Demanda-t-il. Benita secoua la tête. Non. Mais j'ai besoin de savoir que l'homme que j'ai épousé ne se cache plus derrière des murs érigés pour la politique. Elle se retourna pour partir, puis marqua une pause. Nathan ne veut pas entendre ton nom. Mais il mérite ta vérité, pas la version écrite pour les journaux. En entrant, Williams resta sur le balcon, seul sous le clair de lune, entouré de tout ce qu'il avait construit, mais hanté par la seule chose qu'il avait laissée derrière lui depuis trop longtemps. La douce lueur bleue de l'écran de son téléphone était la seule lumière dans l'appartement de Sharon Pascal cette nuit-là. Sa chambre était en désordre, des cartons de plats à emporter sur la table, des vêtements drapés sur une chaise, mais ses yeux étaient rivés sur l'échange de textos. Pendant des semaines, elle avait cultivé une amitié numérique avec le garçon qu'elle connaissait seulement sous le nom de Nocturne 17, utilisant son personnage alternatif, Esther Wonders. Elle avait vu ses réponses passer du sarcasme prudent à une réflexion vulnérable. Il ne donnait jamais de nom, ne précisait jamais les lieux, mais elle nourrissait des soupçons. Sa façon de parler d'héritage, d'éloignement et de son père, plus proche de la campagne que d'un homme, avait piqué sa curiosité. Et lorsqu'un soir, il s'est égaré et a mentionné un frère et une sœur jumeaux, son cœur s'est arrêté. Au Nigeria, un seul homme avait des jumeaux aussi jeunes, et une seule femme avait été photographiée en train de leur lire un livre au clair de lune, Benita. Sharon l'a donc piégée. Elle lui a raconté l'histoire de son propre père, disparu dans la politique. Elle s'est inventé un frère qu'elle n'a jamais eu, quelqu'un qui est mort à cause de mensonges. Elle a joué l'air des blessés, et Nathan, trop jeune pour soupçonner d'être la cible, lui a répondu un soir. Parfois, je me demande si je voudrais un jour porter le nom de Bennett. Car pour l'instant, j'ai du mal à supporter le silence. C'était tout ce dont Sharon avait besoin. Mais elle attendit. Patty Emmett. Jusqu'au jour où, lors d'un appel déguisé en conversation informelle sur la vérité et l'identité, Nathan l'a dit. Oui, c'est mon père. Le préside. Mais je ne me suis jamais senti comme un fils. Et son écran a enregistré chaque seconde. Sa voix. Sa confession. Sa vérité, brute et sans filtre. Elle termina l'appel par un doux merci pour la confiance qu'elle m'avait accordée, puis se rassit dans son fauteuil, stupéfaite par l'ampleur de ce qu'elle venait de capturer. Il lui fallut moins de 12 heures pour transmettre le fichier à un célèbre metteur en scène avec qui elle avait couché. Il ne lui demanda pas de contexte. Dès qu'il a entendu l'enregistrement, il a su que c'était de l'or. Sharon a immédiatement reçu une petite avance et la promesse d'en recevoir davantage une fois le clip diffusé. Exclusif, disait le teaser, le prince caché du Nigeria s'exprime, le fils secret du président Bennett brise son silence. La fuite a eu lieu à 23h03, heure prévue pour une viralité maximale pendant la nuit. Et ça a marché. Au matin, l'information était partout, diffusée sur les téléscripteurs, débattue à la radio et murmurée autour des tables basses de tous les bureaux fédéraux. Le visage du garçon n'avait pas été montré, mais sa voix était claire, articulée, indéniablement nigériane, avec des nuances de ton étranger. Ces mots m'ont profondément touché, c'est mon père. Mais je n'ai pas de titre. Juste une blessure que je n'avais jamais souhaitée. Le pays a explosé. Des captures d'écrans d'événements publics passés ont été décortiquées. Chaque photo discrète de Williams Bennett a été soudainement scrutée à la recherche d'indices. D'anciens messages de forum sous le pseudo Nocturne 17 ont été découverts. Internet a fait ce qu'il savait faire de mieux. Relier des points que personne n'avait le droit de toucher. À 7 heures du matin, des hashtags comme « fils secret »,« lignée de Bennett » et « héritier non couronné » étaient en vogue. À la villa, le personnel a été réveillé par des téléphones qui bourdonnaient sans cesse. Zainab, l'assistante de Benita, a failli laisser tomber sa tablette en la voyant. Pendant ce temps, Sharon était allongée dans son lit, un sourire satisfait aux lèvres, savourant le chaos. Elle n'avait plus besoin d'attaquer Benita. Elle avait trouvé un autre moyen d'entrer en contact avec le garçon que personne n'avait vu venir. Et cette fois, les dégâts ne purent être maîtrisés. À 6h48 précises, avant que le soleil ne soit complètement levé sur la capitale, le centre de contrôle principal de la villa activa le confinement de niveau 3. Les portes d'accès se fermèrent. Les périmètres de sécurité ont doublé.
Les réseaux internes ont été déconnectés des serveurs extérieurs. Pour la majeure partie d'Abuja, le monde semblait toujours le même, mais à l'intérieur d'Azorak, une forteresse s'était scellée. Les conseillers présidentiels ont reçu l'ordre de rester en alerte. Les déplacements du personnel ont été limités au personnel essentiel. La résidence présidentielle est devenue étrangement silencieuse, à l'exception du léger cliquetis des lignes de communication cryptées. La fuite s'était répandue comme une traînée de poudre, et bien que le visage de Nathan n'ait pas été dévoilé, sa voix, sans filtre, vulnérable, avait déclenché une tempête plus grande que n'importe quel scandale de presse sous William Bennett. Ce n'était pas politique, c'était personnel. Et maintenant, tout le monde dans la villa guettait les répliques. Dans la suite des enfants, 2 bambins endormis, Schism et Zina, furent doucement réveillés par Zénab et une escorte de sécurité de confiance. Pas de panique, juste de légers murmures et des mouvements rapides. « Nous partons pour un court voyage », leur dit Zénab, emportant avec elle leurs jouets préférés et leurs livres du soir avec un calme absolu. Les enfants, trop jeunes pour saisir l'intensité du moment, la suivirent simplement. Un véhicule blindé sécurisé attendait dans le garage souterrain privé, prêt à être déplacé discrètement. À 8h15, les jumelles ont été conduites dans un refuge privé situé à la périphérie d'Azokoro, sous la surveillance d'agents de confiance des services de renseignement présidentiels. Seules 3 personnes connaissaient leur localisation exacte, Williams, Benita et Zénab. Aucun dossier n'a été conservé, pas même les signaux GPS. Il ne s'agissait plus de menaces politiques, mais de protéger des innocents d'une vague de curiosité publique. Pendant ce temps, Benita avait disparu de tous les écrans, briefings et activités sociales. On ne l'a vue entrer dans aucun bâtiment officiel, et son nom n'a pas été mentionné lors de la déclaration de Williams à la presse à la mi-journée, un discours volontairement vague abordant des questions privées en cours sans donner de détails. Sa suite dans la villa restait sombre et vide. Aucun membre du personnel n'a été autorisé à entrer. Certains ont murmuré qu'elle était partie à l'étranger. D'autres ont supposé qu'elle avait pris la fuite avec les enfants. Mais la vérité était plus calme, plus pesante. Benita avait choisi de prendre du recul, non par honte, mais par nécessité. Dès la diffusion de l'enregistrement, elle savait que les jours suivants seraient un tourbillon d'analyses, de suppositions et de récits. Plutôt que d'alimenter la soif des médias, elle se réfugia dans le silence, sa présence engloutie par de hauts murs et des rideaux de velours. Pour l'instant, elle observait tout à travers des fenêtres verrouillées et des écrans clignotants. Devant les grilles de la villa, les rumeurs grondaient comme une tempête. La première dame était-elle impliquée dans la dissimulation de l'enfant? Le président avait-il réellement abandonné son fils? L'héritier était-il légitime? Y aurait-il une reconnaissance publique ou une dissimulation? Les médias ont spéculé sur des luttes de pouvoir au sein de la villa. Des blogs complotistes ont affirmé que Nathan était le fruit d'une liaison. Des talk-shows ont débattu des dommages émotionnels causés par les enfants cachés au pouvoir. Chaque silence était empli de bruit. Chaque pause était considérée comme une confession. Et tandis que la ville bourdonnait de questions, une vérité demeurait évidente. La résidence du président n'était plus seulement un foyer. C'était désormais un champ de bataille pour la vérité, l'héritage et la protection. La nation attendait. Et au cœur de tout cela, Benita, assise sans être vue, observait en silence le monde s'efforçant de nommer une histoire qui n'était pas la sienne. L'air matinal était empreint d'un calme qui trahissait la tension inhérente à la nouvelle routine de la villa. Depuis le confinement, l'accès à la villa présidentielle d'Ozorok était plus sécurisé que jamais. Scanner rétinien, code biométrique et une série de points de contrôle d'autorisation conçus pour bloquer même les murmures. Personne sans autorisation explicite ne pouvait passer, c'est pourquoi l'alerte soudaine à la porte B Sud a pris le personnel de sécurité au dépourvu. La caméra montrait un homme en pantalon simple, polo propre et yeux burinés, Frank Edwards. Il se tenait devant le panneau d'entrée blindé, tenant rien d'autre qu'un dossier marron à la main, avec une étrange urgence dans la posture. Les gardes ont vérifié son identité à 2 reprises avant d'informer le commandement interne. Il n'était pas sur la liste noire, mais il n'était pas non plus sur le registre des visiteurs. Sa demande était simple, jeu d'eau. Il se parlait à Benita. Dis-lui que ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause de Sharon. Elle est en danger, et elle ne le sait pas encore. À l'intérieur, le message fut transmis à Zénab, qui hésita une minute entière avant de le transmettre à Benita. Frank n'avait pas été mentionné depuis des mois,
depuis le premier anniversaire des jumeaux et la fin de l'agitation médiatique. Mais le nom touchait toujours une corde sensible. Benita était dans le salon de l'aile et lorsque le message est arrivé, elle a levé les yeux de la télévision silencieuse et a regardé le message des gardes. Son premier réflexe a été de rejeter. Elle ne voulait pas le voir, pas à ce stade de sa vie, pas avec le chaos entourant Nathan, les jumeaux, le confinement. Mais quelque chose dans la formulation, Sharon a conclu un accord avec quelqu'un à l'intérieur, la fit hésiter. 10 minutes plus tard, elle accepta de le rencontrer, mais pas chez elle. Elle a plutôt demandé à utiliser la salle de réception diplomatique, un espace neutre habituellement réservé aux invités internationaux à faible risque. Je lui accorde 5 minutes, a-t-elle dit. C'est tout. Quand Frank entra dans la pièce, il ne chercha pas à sourire. Il ne s'excusa pas. Il ne lui demanda pas comment elle allait. Et Benita lui en était étrangement reconnaissante. Il se tenait à une distance respectueuse, son dossier toujours à la main. « Je ne suis pas là pour rouvrir quoi que ce soit, » dit-il simplement. « Et je sais que je suis probablement la dernière personne que tu aies envie de voir, mais il ne s'agit pas de toi et moi. Il s'agit de ce que fait Sharon. » Benita n'est pas restée assise. Elle le stabilisa, réservée mais à l'écoute. « Vas-y, » dit-elle doucement. Frank prit une inspiration. « Je me suis fait discret, mais quelqu'un avec qui je travaillais dans une maison d'édition m'a prévenu. Sharon a contacté un assistant principal de cette villa. Et il ne s'agit plus seulement de Nathan Leak. Il y a plus. Je n'ai pas tous les détails, mais je sais qu'elle est payée, et la personne à qui elle parle, elle est toujours là. » L'expression de Benita ne changea pas, mais quelque chose s'accentua dans son regard. « Pourquoi me dis-tu ça » demanda-t-elle. Frank haussa les épaules. « Parce que pour une fois, je veux être celle qui te prévient. » Au lieu de celui qui t'a détruit, il a posé le dossier sur la table et s'est reculé. « Je ne te demande rien. Juste, fais attention à qui tu fais confiance. Surtout maintenant. » Sur ce, il se retourna et partit, escorté silencieusement. Benita resta seule dans la pièce, les yeux rivés sur le dossier comme s'il tournait. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Elle resta près de la fenêtre et contempla les pelouses impeccables, se demandant lequel des visages souriants dans les couloirs de la villa pouvait bien sourire à quelqu'un d'autre. Les couloirs de l'aile étaient inhabituellement calmes cet après-midi-là, ce genre de silence qui, loin d'être réconfortant, inquiétait. Depuis la fuite, la villa ressemblait à une forteresse peuplée d'ombres mouvantes, les gens parlant à voix basse, les yeux scrutant les portes avant d'y entrer, les conversations s'achevant au milieu d'une phrase. Benita était restée la plupart du temps seule, ne choisissant que les rendez-vous essentiels, préférant la solitude de ses appartements privés et le temps passé avec les jumeaux lorsque la sécurité le permettait. Mais ce jour-là, quelque chose la fit quitter sa chambre plus tôt que prévu. Zénab était allé examiner un dossier de transport dans la salle des politiques, et Benita décida de se diriger seule vers l'annexe de la bibliothèque, un endroit qu'elle fréquentait souvent pour se changer les idées. Elle emprunta le couloir le moins fréquenté pour éviter l'agitation habituelle près de la réception diplomatique. Cette décision, cependant, allait tout changer. Alors qu'elle tournait au coin de la rue, près du mur à colonnes orientées à l'est, elle entendit des voix, celles de 2 assistants, qui parlaient d'une voix saccadée et précipitée. La porte du salon attenant était légèrement entr'ouverte, et bien qu'elle eût mieux fait de ne pas écouter aux portes, la tension dans leur voix la fit s'arrêter. Elle se tenait silencieusement près de l'arche, le dos au mur, respirant à peine. La première voix parlait vite et bas. « Je le lui ai déjà dit, rien de direct. Continue jusqu'à ce numéro. Tu as vu ce qui est arrivé à la dernière goutte. » La deuxième voix, plus calme, répondit. « Je sais. Mais si elle découvre que ça vient encore de l'intérieur, on est foutus tous les deux. » Sharon avait déjà demandé une autre confirmation. Il a dit qu'elle s'impatientait. Le premier homme a murmuré quelque chose à propos de discrétion. Puis est venue la phrase qui a fait s'arrêter le pouls de Benita. Félix avait dit que ce serait sa dernière faveur, puis il couperait les ponts. Benita recula légèrement, le cœur battant. Ambassadeur Félix? Ce nom ne lui était pas inconnu. En fait, tout était trop serré. Il avait été un collaborateur de longue date de Williams, un agent de liaison diplomatique dès les premiers jours de son administration. Félix avait assisté à leur mariage. Il avait apporté des fleurs après la naissance des jumeaux. Il leur avait envoyé des livres pendant le confinement. Il figurait sur toutes les listes restreintes de contacts externes de confiance. Si quelqu'un avait l'accès,
la discrétion et l'immunité diplomatique nécessaires pour aider à résoudre une fuite et survivre à la tempête, c'était bien lui. Elle resta figée, écoutant attentivement l'un des assistants baisser encore davantage la voix. On n'en reparlera pas. Supprimé tout après aujourd'hui. Des pas suivirent. Benita se retourna et se glissa discrètement dans le couloir latéral, sortant par l'arrière de la bibliothèque, le visage calme et l'esprit en ébullition. Dans la bibliothèque ouest de la villa, elle s'assit à sa table habituelle, faisant semblant de feuilleter un rapport de développement pour enfants, tandis que ses pensées s'emballaient. L'idée que quelqu'un comme Félix, quelqu'un d'aussi publiquement solidaire, si sincèrement chaleureux en sa présence, puisse être lié à Sharon, à la fuite, à la trahison. Cela la bouleversa plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'a pas réagi immédiatement. Elle n'a pas affronté. Elle a simplement laissé l'instant retomber comme de la poussière sur du velours, silencieuse, mais étouffante. Elle savait désormais que le réseau n'était pas seulement extérieur. Il avait des racines intérieures, cachées derrière des sourires familiers et des toasts partagés. Et maintenant, pour la première fois depuis la fuite, Benita savait exactement par où commencer pour le démêler. La preuve n'était pas venue par le bruit, mais par un fil conducteur, discret et irréfutable. Benita, armée du nom qui la hantait depuis le murmure dans le couloir, commença à collaborer avec Zénab pour demander discrètement l'accès aux archives de communication et aux journaux d'appel personnels signalés lors de l'audit interne. Il n'était pas rare que le cabinet de la première dame procède à des vérifications administratives croisées, mais cette fois, il ne s'agissait pas d'efficacité administrative. Il s'agissait d'une trahison. Au fil des heures, un courriel s'est démarqué. Une série de messages chiffrés acheminés via un serveur du Bureau des Relations Extérieures. L'adresse IP source avait été masquée et redirigée via divers proxys internationaux. Mais l'origine de la toute première réponse n'était pas dissimulée. Elle provenait de l'ambassadeur Félix Olorin, envoyé spécial du Nigeria à Bruxelles, qui avait dîné avec Benita quelques semaines plus tôt. La confrontation s'est déroulée dans un cadre contrôlé, dans une salle de conférence de l'aile ouest inférieure de la villa, habituellement réservée aux réunions de gestion de crise. William se tenait au bout de la table, les mains serrées, la mâchoire serrée, évitant du regard l'homme assis en face de lui. Félix était impeccable, comme toujours, soigné, sûr de lui, enveloppé dans un cafetan couleur crème qui scintillait faiblement sous la lumière. L'espace d'un instant, il sembla pouvoir s'en sortir par la force des mots. Mais lorsque les preuves furent exposées, courriels transférés, horodatage, extraits vocaux d'appels sécurisés, il expira lentement, vaincu. « Pourquoi, Félix ?» demanda finalement Williams, la voix ni haute ni brisée, juste fatigué. Félix le regarda, son sourire familier disparut. « Parce que je pensais qu'elle te ruinerait, dit-il doucement, et je pensais que je le devais à quelqu'un d'autre. » Cette autre personne, c'était Sharon Pascal. Benita resta assise en silence pendant que Félix révélait la vérité, non seulement sur les fuites, mais aussi sur un passé qu'elle n'aurait jamais pu deviner. Des années auparavant, avant que Williams ne rencontre Benita, Félix et Sharon avaient eu une liaison, discrète et officieuse, lors d'une conférence de l'ONU sur le climat au Ghana. Ce fut bref, intense et oublié, du moins c'est ce qu'il pensait. Mais Sharon n'avait pas oublié. Lorsqu'elle refit surface après sa chute, elle se tourna vers Félix. Non pas par amour, mais pour obtenir un soutien. Elle connaissait sa réputation, sa vulnérabilité, et plus important encore, sa proximité de longue date avec le pouvoir. Au fil du temps, elle le séduisit à nouveau, non par affection, mais par la promesse de reprendre le contrôle du récit. « On n'est jamais censé être blessé », dit Félix en regardant Benita. Son seul objectif était de contraindre Williams à démissionner. Elle pensait que si le chaos régnait au palais, il s'en irait. Mais cela n'avait pas fonctionné. Et au lieu de cela, la situation avait dégénéré. Les fuites, les faux liens, les images manipulées, tout ramenait à Félix. Lorsque les agents de sécurité arrivèrent pour l'escorter dans un lieu de détention séparé pour interrogatoire, il n'opposa aucune résistance. Il regarda simplement Williams une fois de plus. « Tu étais mon ami » dit-il d'une voix brisée. « Et tu étais à moi » répondit froidement Williams. Alors que la porte se refermait derrière lui, Benita resta assise, les doigts lâchement entrelacés sur ses genoux. La confiance s'était à nouveau brisée sous ses pieds. Mais contrairement à avant, elle ne se sentait pas brisée, seulement réveillée.
La différence était désormais évidente, elle ne pleurait pas la trahison. Elle la regardait se dénouer, pièce par pièce. Les gardes n'attendaient personne ce matin-là. La villa avait retrouvé un rythme froid et tendu depuis l'incident avec l'ambassadeur Félix, et les visites étaient strictement réglementées. Pourtant, il se tenait là, à l'entrée piétonne latérale, sans escorte, ni garde du corps ni personnel de sécurité. Juste Nathan, les mains enfoncées dans les poches d'une veste sombre, les cheveux en bataille après le voyage, le regard en quête de quelque chose que lui seul comprenait. Le garde de service le reconnut immédiatement, mais hésita avant de donner l'ordre. En quelques minutes, Zénab fut informée. Elle transmit le message à Benita, qui leva les yeux de son siège dans le salon privé et dit simplement « Faites-le entrer ». Seul. Personne n'annonça sa présence. Personne ne l'escorta de manière théâtrale. Il traversa le couloir vitré comme une ombre rentrant chez lui, ses baskets grinçant faiblement à chaque pas hésitant. Benita le rencontra près du jardin intérieur de la villa, l'air indéchiffrable. Pendant un instant, ils restèrent plantés là, les dernières semaines étroitement liées entre eux. « Je ne veux pas parler de la vidéo, dit Nathan avant qu'elle ne puisse parler. Ou Félix. Ou mon père. Je suis venu pour autre chose. » Benita hocha lentement la tête, soulagée par son ton. « Alors, dis-moi ce dont tu as besoin. » Sa voix baissa, légèrement rauque. « Je veux les rencontrer. » Elle a tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Il n'y a eu aucune hésitation. Pas de drame. Juste un léger souffle avant qu'elle ne se retourne et lui fasse signe de la suivre. Ensemble, ils traversèrent l'aile la plus calme de la résidence, longeant des murs ornés d'œuvres d'art et laissant filtrer la lumière à travers les rideaux des fenêtres, jusqu'à la salle de jeu sécurisée où Schism et Xena passaient leur matinée avec leur tuteur interne et deux mineurs de confiance. Lorsqu'ils entrèrent, les jumeaux étaient assis sur un tapis coloré, empilant des cubes tout doux et riant doucement en lisant une histoire que Zénab venait de terminer. À la vue de Benita, ils poussèrent tous deux un cri aigu et se levèrent maladroitement pour courir vers elle. « Maman » cria Chaisem en agitant un lion en peluche. Xena se dandinait derrière lui, ses grands yeux déjà levés. Benita s'agenouilla et les serra doucement dans ses bras. Puis elle se tourna vers Nathan, figé juste derrière la porte, le visage pâle, les lèvres entr'ouvertes, les mains légèrement tremblantes. Il ne bougea pas jusqu'à ce que Schism se retourne, curieux. « Qui est-ce » demanda-t-il doucement. « Benita, regarda Nathan. »« Quelqu'un de très spécial, » répondit-elle. Nathan s'avança, les genoux raides, et s'agenouilla lentement à côté d'eux. Les enfants le fixèrent, curieux mais sans crainte. Schism tendit la main le premier, lui offrant le lion. Xena le suivit, posant sa petite main sur son bras. Et c'est là qu'il céda. Des larmes coulaient silencieusement sur le visage de Nathan, comme si le poids de 17 années perdues, des vérités cachées et du silence douloureux avaient enfin éclaté. Il ne sanglotait pas. Il ne gémissait pas. Il serra simplement les deux bambins dans ses bras et pleura, doucement, ouvertement, à chaudes larmes. Schism s'appuya contre son épaule avec le réconfort intuitif d'un enfant. Xena grimpa sur ses genoux sans comprendre pourquoi. Benita se tenait à proximité, les yeux humides, regardant le garçon qui avait porté tant de souffrance se fondre dans l'étreinte de l'innocence. Aucun mot n'était nécessaire. Aucune explication n'était donnée. Dans cette pièce ensoleillée, sur un tapis jonché de blocs et de crayons, un frère tenait dans ses bras ses frères et sœurs dont il ignorait avoir besoin, et pour la première fois, il s'autorisait à ressentir quelque chose. Le petit bureau, côté nord de la villa, était rarement utilisé. Contrairement au grand bureau où le président Williams Bennett conduisait les affaires d'État ou aux salles de cérémonie réservées aux invités diplomatiques, cet espace était intime, bordé de livres défraîchis, de portraits à l'huile d'ancêtres disparus depuis longtemps, et d'une unique fenêtre ouvrant sur une cour paisible. C'est là que Williams se rendait lorsqu'il refusait d'être président. Cet après-midi-là, il attendit seul, assis près d'un vieux meuble en palissandre. Il tenait à la main une petite boîte en velours noir, aux bords usés, contenant un objet resté intact depuis des années. Il le retourna lentement, son contenu étant alourdi non par le métal, mais par l'héritage. Lorsque la porte s'ouvrit en grinçant et que Nathan entra, il n'y eut aucune annonce. Aucun discours. Juste le son discret d'une âme pénétrant dans l'espace d'une autre. Nathan resta d'abord silencieux. Son regard parcourut la pièce, se posant sur les portraits, puis sur la boîte. Il se tenait près de la porte, hésitant. « Tu voulais me voir » demanda-t-il d'une voix égale,
mais prudente. Williams hocha la tête et désigna la chaise en face de lui. Nathan s'assit lentement, les mains posées sur ses genoux. Pendant un instant, ils restèrent assis, père et fils, non pas en titre, mais en silence, partageant l'air entre eux comme un pont fragile. Williams déposa la boîte de velours sur la table, entre eux. « Cela appartenait à mon père, dit-il, et à son père avant lui. Chaque Bennett l'a transmis quand le moment lui a semblé opportun. Pas à cause de la politique, pas à cause de l'héritage, mais parce que nous comprenions qui nous étions. » Il poussa doucement la boîte vers Nathan. Nathan la fixa. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Williams croisa son regard. « Parce que je ne veux plus être seulement l'homme qui t'a fait taire. Je veux être l'homme qui te dit la vérité. Qui vous donne un nom, non pas aux yeux d'une nation, mais au cœur d'une famille. » Les lèvres de Nathan se pincèrent. Il regarda la boîte, puis souleva lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent, élégante, gravée du blason Bennett et ornée d'une petite pierre en son centre. Elle n'était pas tapaque sans grave-l'œil, mais elle avait du poids. Ses doigts la survolèrent, incertains. « Tu n'es pas obligé de l'accepter, » dit doucement Williams. « Je serai toujours ton père, même si tu quittes cette table sans un mot. » Nathan fixa la bague un instant de plus, puis referma le couvercle. Non pas par rejet, mais par révérence. Il leva les yeux, brillants mais sereins. Puis, d'une voix légèrement brisée, il dit « Merci. Papa. » Le mot retentit dans la pièce comme une cloche, discret mais absolu. Williams cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité, mais ne dit rien. Il n'y était pas obligé. Le silence qui suivit n'était plus tendu. Il était sacré. Une blessure n'était pas complètement cicatrisée, mais quelque chose avait été recousu. Dans ce petit bureau, entre des coquilles de chêne et des ombres ancestrales, un garçon qui n'avait jamais porté le nom de Bennett avait finalement choisi de le prononcer, et l'homme qui craignait d'avoir perdu son fils à jamais était maintenant assis en face de lui, entier. Les murmures commencèrent aux dernières heures d'un jeudi soir, juste au moment où le Conseil de sécurité présidentiel concluait une réunion d'information confidentielle sur un sabotage interne. Sharon Pascal n'avait pas été vue en public depuis près de 5 jours. Son appartement et sa maison étaient plongés dans le noir, son téléphone avait été débranché, et la trace qu'elle laissait autrefois derrière elle, telle une miette de pain, s'était soudainement évaporée. L'équipe de surveillants chargée de remonter les derniers fils des agissements de l'ambassadeur Félix était tombée sur un téléphone jetable relié à plusieurs messages anonymes diffusés dans les médias, des photos, des transcriptions, plus grave encore, la version modifiée des aveux de Nathan. Le dernier signal avait été émis près d'une petite piste d'atterrissage à Kéfi, près d'Abuja. À l'arrivée de l'équipe, l'avion, enregistré sous un faux nom, avait déjà disparu. Sharon n'était plus dans la ville. Elle avait fui, ne laissant derrière elle que des fragments de son œuvre. Mais elle n'avait pas complètement disparu. 2 jours après sa disparition, une enveloppe scellée arriva à la villa, non par courrier officiel, mais glissée dans la boîte aux lettres de l'assistante personnelle de Benita, dans son bureau d'écriture hors site. Il n'y avait ni adresse de retour, ni timbre-poste, juste une écriture familière sur l'enveloppe crème, pour elle. Au début, Zénab hésita à la remettre. Mais elle connaissait suffisamment Benita maintenant pour comprendre ce que le silence pouvait cacher. L'enveloppe fut délicatement déposée sur le bureau de Benita, à côté d'une plante en pot et d'un exemplaire plié de l'invitation de Nathan au sommet des jeunes. Benita l'ouvrit discrètement, sans cérémonie. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, datée et signée. C'était incontestablement de Sharon. Le ton de la lettre était explosif, imprégné du même charisme mordant qui avait rendu Sharon dangereuse. « Je n'ai jamais envié ta beauté, » écrivait-elle, « mais j'enviais ton silence. La façon dont tu faisais se pencher les gens vers moi sans hausser le ton. » La première moitié de la lettre oscillait entre moquerie et confession. Sharon a raconté comment elle avait vu Benita passer du statut de femme au foyer haut, oubliée à celui de première dame, tandis qu'elle, la femme qui riait autrefois aux côtés des hommes puissants, était devenue un fantôme dans sa propre ville. « Tu as gagné. Ou peut-être que j'ai tout simplement perdu, » a-t-elle admis d'une voix cinglante. Mais le passage le plus inattendu est arrivé vers la fin. Je pensais que te détruire me permettrait de tourner la page. Mais cela m'a seulement rappelé qui j'étais avant d'apprendre à utiliser la douleur comme une arme. Il n'y eut aucune excuse, aucune reconnaissance directe du mal qu'elle avait causé.
Mais il y avait quelque chose qui s'en rapprochait, un frisson de regret enfoui sous la défiance. Benita plia lentement la lettre, pressant le pli avec une précision silencieuse. Elle la remit dans son enveloppe et la glissa dans le tiroir sous son bureau, entre les premiers brouillons de ses mémoires et une boîte fermée à clé contenant des lettres personnelles. Elle ne pleura pas. Elle n'en parla pas à Williams, ni à l'équipe de presse chargée de gérer les suites de la révélation de Félix. Les paroles de Sharon resteraient à leur place, hors de vue et, finalement, hors de portée. Et tandis que la villa retrouvait le calme, que Nathan devenait peu à peu un habitué des petits déjeuners familiaux et que les jumeaux apprenaient de nouveaux mots chaque jour, une chose devint claire. Sharon avait dégainé son arme ultime. Il n'avait plus le même poids qu'autrefois. L'air du petit matin à Kewish avait son propre langage, calme, brut, honnête. Il n'exigeait ni masque ni posture. Le vent poussiéreux soufflait librement devant les étals du marché, les klaxons des vélos résonnaient sans rythme, et la vie continuait sans attendre d'excuses. Frank Edwards, autrefois un homme dont la voix emplissait les pièces de suffisance, préférait désormais le doux murmure du papier. Le brouillon de ses mémoires, ce que j'ai perdu, était resté clos pendant des jours. Il ne lisait plus les notes de l'éditeur. Il ne soulignait plus les paragraphes marquants. Et lorsque le dernier email d'Evreux de presse lui est parvenu, lui rappelant la date limite pour remettre les révisions et développer les chapitres consacrés à la première dame, il a simplement cliqué sur « Supprimer ». Ni par rage, ni par chagrin. Juste par résolution. Il avait enfin compris ce qu'aucun livre ne pouvait enseigner. La dignité ressemble souvent au silence. Il se rendit une dernière fois à la maison d'édition, en personne. La réceptionniste l'accueillit avec une certaine lucidité, hésitant entre sourire et paraître occupée. Lorsque la responsable des acquisitions l'a rencontré dans le salon, elle a pensé qu'il était venu négocier. Au lieu de cela, il lui a serré la main et lui a dit « Je retire le contrat. Je n'ai pas besoin que le monde entende ma vérité si cela signifie déformer celle d'autrui. » Elle cligna des yeux. « Mais Franck, ce pourrait être ton retour. » Il l'interrompit doucement. « Je ne compte pas revenir. J'ai envie de recommencer. » Discrètement. Son départ n'a pas été dramatique. Pas de porte claquée ni de pont coupé. Juste un homme qui avait trop raconté d'histoires par le passé et qui avait enfin compris le pouvoir de ne plus en raconter une. Il quitta le bureau avec pour seules affaires un sac à bandoulière usé et une idée qui germait dans son esprit. Quelques semaines plus tard, au bord d'une route tranquille de Cuges, à côté de l'atelier d'un mécanicien et en face d'un étal de canne à sucre, Franck ouvrit sa librairie. Ce n'était pas grand-chose, juste un petit kiosque en acier bleu marine avec 2 étagères en bois à l'intérieur, une table à l'extérieur pour les lectures gratuites et une pancarte manuscrite sur laquelle on pouvait lire « Les livres d'Édouard, des histoires à garder ». Les livres n'étaient pas neufs. Certains étaient déchirés sur les bords, d'autres soulignés par des mains disparues depuis longtemps. Mais les gens sont venus. Chauffeurs de taxi, étudiants, mères célibataires, retraités. Ils ne l'ont pas reconnu. Et s'ils l'ont reconnu, ils ne l'ont jamais dit. Cela lui convenait parfaitement. Il préférait les conversations sur les personnages plutôt que sur les controverses. Il préférait recommander Chinua Achebe plutôt que de défendre son passé. Le monde dans lequel il vivait désormais était plus petit, mais d'une certaine manière plus riche. Et à chaque livre vendu, il se sentait plus léger, plus lui-même. Un après-midi, pendant sa pause, il était assis à l'ombre d'un manguier, sirotant de l'eau en sachet et feuilletant un recueil de poésie en lambeaux. Un adolescent s'approcha, curieux de lire un livre sur l'estime de soi. Franck le lui tendit d'un signe de tête discret. « Pas de frais, dit-il. » Le garçon cligna des yeux. « Mais pourquoi ?» Franck sourit faiblement. « Parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'être payées. Il suffit de les transmettre. » Et tandis que le garçon s'éloignait, Franck se laissa aller en arrière sur sa chaise, laissant le vent faire voler le coin du livre encore sur ses genoux. Il ignorait de quoi demain serait fait. Mais pour la première fois depuis des années, il ne courait pas après la rédemption. Il la vivait, une page à la fois. Le soleil avait à peine percé les haies de pierre de la villa que Benita remarqua le petit paquet soigneusement posé sur le coin de son bureau. Il n'y avait eu ni coup frappé, ni annonce, ni nom inscrit sur l'emballage extérieur, juste du papier craft ficelé et une fleur sauvage pressée glissée sous le nez. Zénab jura n'avoir vu personne entrer, et les gardes confirmèrent qu'aucune livraison n'avait été autorisée. Mais le colis était là, silencieux, attendant, personnel. Pendant un instant, Benita le fixa simplement,
hésitant à déballer quelque chose d'aussi délibérément non réclamé. Ce n'était pas la peur qui la retenait, mais la reconnaissance. Ce qui se trouvait à l'intérieur n'était pas destiné à attirer l'attention. On l'avait laissé pour le sens. Lentement, elle dénoua la ficelle et retira le papier. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, ancien et magnifique dans sa simplicité. Elle ouvrit la couverture avec révérence, s'attendant presque à des pages blanches, ou peut-être à de la poésie, ou au message d'un admirateur trop timide pour signer. Au lieu de cela, elle fut accueillie par une simple phrase écrite à l'encre noire sur la première page, rien de plus. Pas de nom, aucune signature, aucun contexte, juste 5 mots qui la touchaient plus fort qu'un paragraphe. Elle passa ses doigts sur l'encre, puis tourna la page. Blanche. Elle la tourna à nouveau. Toujours vide. Le journal tout entier, à l'exception de cette phrase, était resté intact, telle une toile attendant d'être saisie. Mais il ne semblait pas vide. C'était une sensation de plénitude, plein de permission, d'encouragement discret, d'un défi sans menace. Benita referma doucement le journal et le pressa contre sa poitrine, fermant les yeux un instant tandis que le sens s'imprégnait en elle. Celui qui l'avait envoyée la connaissait suffisamment pour savoir qu'elle n'avait plus besoin qu'on écrive des histoires à son sujet. Elle avait besoin de devenir sa propre narratrice. Le poids des derniers mois persistait dans un recoin de son esprit. La visite inattendue de Frank, la dernière lettre de Sharon, la vérité sur Nathan et la révélation silencieuse des secrets cachés entre les murs drapés d'or. Pourtant, à cet instant précis, rien de tout cela ne ressortait. C'était ce cadeau. Ce simple objet. Un miroir déguisé en carnet. Plus tard dans la journée, elle rangea le journal sur son étagère, entre ses mémoires politiques et ses recueils de poésie usée. Elle n'y écrivit pas immédiatement. Elle n'était pas prête. Mais savoir qu'il était là, savoir qu'il existait, lui donnait l'impression que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un lui lançait une invitation plutôt qu'une attente. Elle écrirait. Un jour, quand l'air serait calme et que le monde n'essaierait plus de lui dire qui elle était. Ce soir-là, elle se tenait près du balcon, le journal maintenant fermé sur sa table de chevet. Elle ne demanda pas d'où il venait. Elle n'examina pas l'écriture. Elle laissa le mystère intact, car pour une fois, le mystère n'était pas une menace. C'était un cadeau. Dans la douce pénombre, avec le bourdonnement de la ville en contrebas et les rires de ses jumeaux résonnant dans leur chambre, Benita comprit. Son histoire n'avait plus besoin d'approbation. Elle n'avait plus besoin de défense. Elle avait juste besoin d'espace. Et voilà que quelqu'un le lui avait transmis, dans un journal, en une phrase et en silence. L'auditorium du Sommet national des jeunes leaders vibrait d'impatience. Des délégués venus des 36 États étaient réunis. Jeunes innovateurs, universitaires, militants et voix montantes de la nouvelle génération. Le programme était serré, la scène bien éclairée et la liste des intervenants soigneusement sélectionnés des mois à l'avance. Mais juste avant la pause finale, un petit mot discret a été transmis au modérateur en coulisses. Une demande pour 5 minutes finales, imprévue. Pas de tapage médiatique. Pas de présentation officielle. Juste un nom, Nathan Bennett. Au début, la modératrice hésita. La salle était déjà pleine à craquer, la famille du président n'étant officiellement inscrite à aucun panel. Mais lorsqu'elle le vit debout, calmement, près de la scène, vêtu d'une simple chemise grise et d'un pantalon bleu marine, le regard clair et posé, quelque chose en elle lui dit oui. Il n'a pas demandé d'applaudissements. Il n'est pas entré avec la sécurité. Il est entré comme une question attendant une réponse. Quand Nathan monta sur scène, le silence se fit dans la salle, non pas par protocole, mais par présence. Il n'avait pas l'autorité de son père, mais la sienne. Il commença lentement, sans note ni diapositive, juste sa voix. « Je n'étais pas censé parler aujourd'hui, dit-il. En fait, j'ai passé la majeure partie de ma vie à ne rien dire du tout, ni de qui je suis ni de qui j'appartiens. La salle s'y pencha. Mais récemment, j'ai appris que le silence, lorsqu'il est forcé, n'est pas une force. C'est juste une blessure qui saigne en silence. Il a parlé d'identité, de ce que signifiait grandir en connaissant ses racines sans jamais avoir le droit de les atteindre. Il n'a pas nommé son père directement. Il n'a pas évoqué la présidence, les scandales ou la villa. Mais tout le monde a compris. Il y a des histoires écrites pour nous, disait-il, et puis il y a des histoires que nous écrivons nous-mêmes. Et aujourd'hui, je choisis d'écrire la mienne. Mais le moment qui a tout changé est arrivé vers la fin.
Il marqua une pause, parcourut la foule du regard et parla non pas comme un adolescent, mais comme un frère. J'ai rencontré 2 enfants récemment. Des jumeaux. Ils ne savent pas encore tout. Mais ils le sauront. Et quand ils le sauront, je veux qu'ils sachent que je me suis battu non seulement pour moi-même, mais aussi pour eux. Pour chaque nom qu'ils portent, et chaque ombre qu'ils devront traverser à cause de ce nom. Sa voix ne s'est jamais brisée. Elle est devenue plus forte. Je serai le genre de frère qui construit des ponts qu'ils peuvent traverser, pas des murs qu'ils doivent escalader. La salle a éclaté, non pas avec la politesse du protocole, mais avec de sincères applaudissements, longs et croissants. Certains se sont levés. D'autres pleuraient. Les téléphones enregistraient, les journalistes chuchotaient dans les micros. Et à cet instant, Nathan Bennett sortit du mystère pour entrer dans la conscience publique, non pas comme un scandale, mais comme un symbole. Ce soir-là, les gros titres nationaux ont changé de ton. L'air caché parle, disait l'un. Le jeune Bennett brise le silence avec force, écrivait un autre. Sur les réseaux sociaux, des extraits du discours sont devenus viraux, non pas en raison de son lien de parenté, mais de ses propos. On a commencé à se demander, qui est ce garçon? Que deviendra-t-il? Et si certains spéculaient sur la politique, l'héritage ou le positionnement royal, d'autres y ont simplement vu une réalité plus vraie. Un garçon devenant un homme en son nom propre, non pas parce que le monde l'avait enfin écouté, mais parce qu'il avait enfin parlé. La lumière de l'après-midi filtrait doucement à travers les hautes vitres du salon de la villa orientée à l'est, réchauffant les rideaux ivoires et se déposant délicatement sur le parquet ciré. Assise près de la fenêtre, Benita était immobile, non pas figée, mais présente. Ce genre de calme qui n'arrive qu'après les tempêtes passées, non pas parce qu'elles n'ont jamais eu lieu, mais parce qu'elles ont été complètement surmontées. Dehors, le jardin s'étendait comme un tableau en mouvement. Kicholm et Zena s'élançaient entre les haies, riant en poursuivant un ballon jaune qui flottait maladroitement dans la brise. Leur rire s'élevait en douces explosions, se répandant dans la pièce comme une musique que seul le cœur d'une mère pouvait entendre. Benita ne les appela pas. Elle ne fit pas un signe de la main, ni ne pressa la main contre la vitre. Elle observa simplement, un léger sourire esquissant ses lèvres. C'était suffisant pour contempler la joie sans peur. À côté d'elle, blotti dans le fauteuil, jambes croisées et lunettes de lecture sur le nez, était assis Williams Bennett. Son expression était concentrée, ses sourcils se fronçant parfois tandis qu'il tournait chaque page du mince livre posé sur ses genoux, le premier ouvrage publié de Benita. Un recueil d'essais réflexifs qu'elle avait autrefois griffonné en silence, désormais organisé et publié discrètement sous un pseudonyme. L'État n'en avait pas fait la promotion. Pas d'interview, pas de dédicace. Un premier roman discret qui s'est frayé un chemin dans les bibliothèques, les salles d'attente et les bancs des parcs. Williams n'avait pas demandé d'exemplaires en avance. Il en avait acheté un anonymement, l'avait déballé seul, et était maintenant assis là, à le lire comme on lit le journal d'une personne qu'on croit déjà connaître. De temps en temps, il jetait un coup d'œil par-dessus le bord de la page, non pas pour l'interrompre, mais pour lui dire « Je te vois ». Ils ne parlèrent pas beaucoup cet après-midi-là. Les mots n'étaient pas nécessaires. Leur vie, autrefois rythmée par le bruit, les tempêtes médiatiques, les trahisons publiques, les rumeurs judiciaires et l'incertitude de leur avenir, était enfin arrivée à un point mort. Pas d'applaudissements, pas de cérémonie, juste un souffle, une présence et la beauté tranquille de la normalité. Le vent faisait bruisser les bougainvilliers devant les murs de la villa, emportant avec lui le parfum des feuilles mouillées et de la pluie lointaine. Benita prit son thé, but une petite gorgée et appuya doucement la tête contre l'encadrement de la fenêtre. Pendant des années, elle avait couru après le son de la validation, pensant qu'il pourrait étouffer la douleur du rejet. Mais maintenant, elle comprenait. La paix ne rugit pas. Il murmurait. Et quand il arrive, il ne demande rien d'autre que votre silence. Le ballon s'éleva, emporté par la brise, s'élevant juste assez haut pour effleurer le bord extérieur de la fenêtre. L'une des jumelles poussa un cri aigu, les bras tendus vers le ciel pour tenter de l'attraper. Benita rit doucement, plus pour elle-même que pour les autres. Williams tourna une autre page, puis tendit une main et la posa délicatement sur la sienne. Pas de mots, juste de la chaleur, juste de la présence. Et dans cette villa tranquille, où tant de choses avaient été cachées, volées ou sacrifiées, tout s'était enfin arrangé. Elle n'avait pas besoin de dire qu'elle était heureuse. Elle n'avait pas besoin de dire qu'elle était entière. Il lui suffisait de regarder,
de ressentir et de savoir qu'elle avait écrit sa fin, et elle ressemblait exactement à ça. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.